Elles, ils sont citoyennes et citoyens ordinaires, ce sont nos voisins, les parents des copains de nos enfants, l'épicier au coin de la rue. Elles, ils sont comme vous et moi à un détail près. Aux yeux de l'État, ils n'existent pas. Nous abordons une triste réalité ce soir, celle des sans-papiers dans Libre Ensemble. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à notre écoute. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Il serait, dit-on, environ 150 000 en Belgique à vivre sans papier, sans protection sociale, sans remboursement de soins de santé, sans aucun filet de sécurité. On les nomme les sans-papiers. Ils réclament aujourd'hui, mais depuis plusieurs années déjà, solutions et régularisation. Elles tentent d'interpeller nos décideurs politiques en vain. Alors ils se tournent vers nous, citoyens, au travers de cette campagne soutenue, entre autres, par le Centre d'action laïque, avec la Ligue des droits humains, le CNCD 111111 et le CIRE, pour n'en citer que quelques-uns. Une campagne appelée #WeAreBelgium2. En studio ce soir avec moi pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir 3 femmes qui ont décidé de porter leur voix et qui combattent depuis un moment. Sociéta Ngo, bonsoir Sociéta. Bonsoir. Vous êtes directrice générale du CIRE. Le CIRE, c'est quoi? C'est le diminutif pour Coordination et Initiative pour réfugiés et étrangers. Et vous soutenez cette campagne. Antonella Lacatena, bonsoir Antonella. Bonsoir. Vous faites partie de Sans Papier TV, un groupe de médias indépendants. Vous nous expliquerez quel est ce groupe de médias pour et par les sans-papiers, avec cet objectif de raconter les histoires de la lutte et de la vie des personnes sans-papiers. Et puis Maria. Bonsoir Maria. Bonsoir. Qui est venue justement nous raconter son histoire. Maria, je plante le décor, vous avez 50 ans aujourd'hui et vous venez du Brésil où vous avez élevé vos 3 enfants, seuls pendant de longues années, avec en plus votre papa à charge. Votre dernier enfant n'est alors qu'un bébé de 7 mois quand vous traversez une rude période économique et vous décidez, en 99, de quitter votre pays pour venir chercher du travail, une vie meilleure ici chez nous en Belgique, sans vos enfants d'abord, qui vous rejoindront plus tard. Quels souvenirs gardez-vous de cette période? Quels étaient vos espoirs à l'époque? Ce sera ma première question. Et puis ensuite, seconde étape, en 2009, vous avez une carte de séjour, enfin, mais quelques années plus tard, en 2013, vous retournez au Brésil pour des raisons familiales. Et là, au retour, c'est la déconfiture, c'est la détresse, parce que vous perdez cette fameuse carte de séjour. Et donc là, les rêves et les espoirs s'amenuisent, pour ne pas dire pire. Racontez-nous ce que vous espériez. Donc il y a déjà 22 ans que vous êtes chez nous. Et aujourd'hui, vous n'avez pas de papier, plus rien. Racontez-nous. Exactement, c'est ça. J'ai eu ma carte de séjour que j'ai tellement me suis battue avec la régularisation qu'on a eue en 2009. J'ai milité de 2004 à 2009 avec les sans-papiers. Et j'ai eu ma carte. C'était le plus beau jour de ma vie. C'est le jour que je suis allée à la commune et que j'ai reçu cette carte avec mes enfants. Et c'était 10 ans après votre arrivée. C'était donc 10 ans après. C'était un événement énorme, d'autant plus que ça clôturait 10 années de combat. Tout à fait. Et vous en êtes encore ému aujourd'hui quand vous Je repensez serai à ce toujours, jour-là. je pense. Parce qu'un sans-papier, quand il quitte son pays, c'est vraiment une très forte décision. C'est une difficile décision de laisser tomber la famille, le pays, et de traverser l'océan. Parce que moi, je suis traversée l'océan pour venir ici. Je viens d'un autre continent. Tout était tellement différent quand je suis arrivée. Même l'air était différent. La lumière était différente. C'était vraiment une autre vie. Et j'ai tout laissé tomber derrière moi pour venir chercher vraiment une vie meilleure pour mes enfants et pour ma famille. Parce que comme j'ai dit dans le témoignage, j'ai traversé un moment très difficile économiquement parce que j'étais toute seule avec mes 3 enfants. Et être toute seule, une femme toute seule... Au Brésil, je pense que dans tout le monde, c'est difficile, mais dans des pays que économiquement c'est dur, c'est encore pire. Moi, je suis esthéticienne de formation. Je faisais les ongles et les épilations pour arriver vraiment à entretenir mes enfants et mon papa, qui à l'époque, il était malade et c'était moi qui m'entretenait de mon papa. Mais à part tout ça, je faisais encore de travail. Je partais le matin à 6 heures et je revenais à la maison à 10, 11 heures du soir. Il y avait des jours que je ne voyais même pas mes enfants. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous espériez en rejoignant l'Europe, justement, une vie meilleure? Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit facile, pas facile? Qu'est-ce qui a été vos premières émotions quand vous avez atterri en Europe?
C'était marrant parce que quand je commençais vraiment à voir la Belgique, en fait, je suis venue de São Paulo en Belgique. Hein, c'était la dernière année qu'on faisait ces voyages directs, on va dire comme ça. Et quand je suis arrivée en Belgique, tout d'un coup, c'est comme si j'étais déjà partant à ce pays. C'était vraiment, il m'a ouvert la porte vraiment comme ça. Et moi, même pas un seul jour, hein, je me sentais une étrangère ici. Même pas un seul jour. Même quand je ne parlais même pas un mot de français, parce que j'ai appris le français tellement vite, c'était en 5 mois, je commençais à parler, parce que j'étais obligée. J'ai travaillé pour une Flamande, alors elle m'a dit, soit tu apprends le français, soit tu apprends le flamand. Et le flamand, c'était vraiment très difficile. Et j'ai eu vraiment la chance d'avoir une dame, une vieille dame qui était au 12e étage et qui m'a dit, écoute, je vais te donner quelques leçons de français. Elle parlait un peu d'espagnol. Et c'est là qu'on a commencé. Et l'envie d'apprendre le français était tellement de me sentir libre dans ce pays que j'ai appris le français vite fait et je commençais vraiment à me sentir chez moi et avoir cette envie de faire venir mes enfants. Oui, parce que les premiers temps sont pas simples, même difficiles. Vous travaillez pour cette dame et vous élevez son petit garçon qui a le même âge que votre propre enfant, mais que vous avez dû laisser au pays dans un premier temps. Ouais. Donc difficile, vous avez vraiment donné. On peut pas dire que vous ayez profité de quoi que ce soit comme système ici, comme on entend beaucoup et de manière injuste. Vous avez beaucoup donné, justement. Vous. Beaucoup. Et 10 ans. Et même après, quand j'ai eu ma carte, j'ai continué à donner parce que je ne suis jamais allée profiter de l'État. J'ai toujours travaillé et beaucoup. De ménage, je faisais 12 heures par jour dans des maisons de famille. J'ai gardé ce petit. Par exemple, je commençais à 9 heures du matin et je quittais le boulot à 8 heures du soir, du lundi au samedi. Et après, je commençais à travailler aussi par heure. J'allais partout dans Bruxelles pour travailler, pour faire le ménage. Après, j'ai gardé des femmes âgées. Et après, je commençais à travailler aussi avec des familles. Je commençais à 7 heures du matin et j'ai finissé à 6 heures du soir. Toujours, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup. Alors, vous avez votre carte de séjour en 2009 et puis en 2013, vous décidez pour raison familiale de rentrer au pays. Et quand vous revenez, là, c'est la déception. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Comme j'ai pris un peu de temps pour revenir, quand je suis arrivée, voilà que j'étais radiée de la commune. Je n'avais plus ma carte. Et je suis allée à la commune pour demander si je pouvais avoir ma carte de nouveau. Je suis allée voir aussi des avocats. Ils m'ont dit, écoute, là, c'est plus possible, tu dois recommencer à 0. Comment est-ce possible ? Comment est-ce que vous avez surmonté à ce moment-là cette déception-là ? C'est terrible. Il n'y a pas un autre moyen, il faut se battre, il faut recommencer à 0. S'il n'y a pas moyen, il faut recommencer à 0. Et c'est là que je me suis de nouveau lancée avec la cause de sans-papiers, avec les collectives. J'ai dit, écoute, une fois j'ai été dedans et je reviens dedans, je ne vais pas baisser mes bras, je ne vais pas croiser mes bras. Je veux récupérer ma carte, je vais avoir de nouveau ma carte parce que j'ai besoin de ma carte. Je vais être de nouveau quelqu'un visible à la société. Je ne vais pas être comme avant, comme en 2005, en 2006, que j'étais invisible. Et c'est ça que c'est, comme je disais aussi, c'est très difficile maintenant parce que j'ai connu la vie comme avec ma carte et j'ai connu la vie sans ma carte. Et donc de nouveau, je suis sans ma carte. Depuis 8 ans, donc vous n'avez plus de papier, vous êtes sans papier. Sans papier. Comment est la vie quand on n'a pas de papier en Belgique ? Est-ce que la vigilance est accrue tout le temps ? Est-ce qu'on doit se méfier de tout ? Est-ce qu'il n'y a aucune aide, comme je l'ai dit en entrée d'émission ? Comment se passe la vie sans papier en Belgique ? Elle est très difficile parce que on a peur de tout. On a peur de tout. On a des groupes maintenant qui a le WhatsApp, facilite beaucoup la vie. On a des groupes qui toujours, tout le temps, ils disent il y a des contrôles par-ci et par-là, faites attention à ci et là. On marche jamais tranquillement dans la rue parce qu'un bête contrôle, il peut nous envoyer chez nous et casser nos rêves. Vraiment casser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici et qui ont ramassé le dernier petit argent qu'ils avaient dans la poche pour venir ici et qui maintenant, s'ils sont renvoyés au pays, c'est vraiment foutu. Ils ne savent plus jamais revenir. Et une chose aussi, c'est que quand on est ici, on a créé quand même un réseau, une famille. Oui. Vos enfants vivent ici depuis toujours, depuis qu'ils sont très jeunes. Est-ce qu'ils ont des papiers, eux ? J'ai comme une fille qui a des papiers, parce que les autres deux, non, parce qu'ils sont rentrés avec moi. Et mon fils, qui avait 7 mois à l'époque que je suis venue, aujourd'hui, il a 21 ans. Et aujourd'hui, il est sans papiers. C'est ça aussi qui me fait très mal au cœur, c'est de voir mon fils qui n'a pas de papiers,
qui a 21 ans et qui rêve d'avoir sa carte et que malheureusement, c'est parce que je suis partie au Brésil à cause de raisons très fortes et que lui, il avait que 15 ans à l'époque, il ne pouvait pas rester ici, il était obligé de me suivre et maintenant, il n'a pas sa carte. Comment fait-il quand on veut étudier à 21 ans, quand on veut vivre, quand on veut travailler? On ne peut même pas avoir une carte de bibliothèque en fait quand on n'a pas de papier, de carte d'identité. Non, on ne peut pas. Et le pire, c'est qu'on a le droit d'aller à l'école. Ça, c'est vraiment le droit d'aller à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans. Une fois qu'ils atteignent 18 ans, ils sont rejetés de l'école. Mais vraiment, s'ils aillent de 18 ans aujourd'hui, demain, ils ne peuvent plus revenir à l'école. C'est fini. Et ça casse aussi le rêve de nos enfants, quoi, qui arrivent ici. Par exemple, il est arrivé ici, il avait 5 ans. Alors imaginez-vous un enfant qui arrive, il a 5 ans, il va à l'école depuis son petit âge et quand il arrive à 18 ans, il est obligé de laisser tomber tous ses rêves, tous ses espoirs. Oui, parce qu'il est belge, évidemment, il se sent belge, il est citoyen belge. Voilà, il ne connaît pas le Brésil, donc voilà, il veut rester ici. Il doit rester ici. Et aussi, ils aiment, la plupart des enfants qui viennent petits, ils aiment la Belgique. Ils se sentent vraiment chez eux. Ils ne veulent pas rentrer au pays, ils veulent rester ici. Ça, c'est la plupart. Et aussi, il y a beaucoup de mères de famille, de pères de famille qui viennent et qui vivent ici. Moi, dans ma communauté, on a des histoires qui ont ici depuis 18, 20 ans et qui n'ont jamais eu son titre de séjour. Alors, c'est aussi terrible pour la retraite. On donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand c'est la fin, on n'a rien parce que on ne peut pas avoir la retraite ni là-bas parce qu'on n'a pas contribué là-bas, ni ici, parce qu'ici, l'État ne nous laisse pas contribuer non plus. Alors, ça va être très dur pour ces gens qui ont beaucoup donné au pays et que maintenant, quand ils sont malades ou quand ils ont... Il vaut mieux ne pas tomber malade non plus quand on n'a pas de papier. Ça, jamais. Il faut vraiment... Il faut travailler, ne pas tomber malade, ne pas aller à l'hôpital. Non, il faut être forte. Un sans-papier, il ne peut jamais tomber malade, il ne peut jamais avoir un accident. Parce qu'on a eu le cas maintenant aussi qui a fait une grande histoire. C'était un père de famille qui est tombé aussi dans le bâtiment et qui est décédé malheureusement. Il est mort l'année passée et maintenant sa famille, elle se trouve dans une situation très difficile parce qu'ils ont le droit d'avoir l'argent de la, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, mais ils ont le droit et là maintenant ils difficultent parce qu'ils n'ont pas de papiers, alors ils difficultent pour que cette famille ait ce droit qui est à eux. Est-ce que les gens que vous côtoyez au quotidien, les amis de vos enfants, les parents, vos voisins, connaissent votre situation ou est-ce qu'on se fait tout petit, on ne parle pas non plus par dignité, par fierté aussi, parce que vous vous sentez citoyenne belge et donc vous vivez comme tout le monde? Moi, je vais parler de moi. Moi, je parle. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui cache mon histoire. Je parle. Ça, il n'y a aucun souci. J'ai toujours eu une très bonne entente avec mes voisins, avec mon entourage, avec les Belges. Mais c'est vrai que la plupart veulent cacher. Ils ont peur de parler parce que justement, ils ont peur d'être dénoncés. Ils ont peur de dire « j'ai pas de papiers » et le voisin, il va le dénoncer. Il va dire, écoute, là, il y a un sans-papier, il faut que vous veniez l'attraper. Et ça existe. Des gens qui dénoncent, des gens qui n'ont pas ces sentiments, qui ne connaissent pas l'histoire d'un sans-papier, qui ne savent pas qu'est-ce que le sans-papier il passe, qu'est-ce qu'il a laissé tomber pour venir ici, c'est quoi le rêve d'un sans-papier. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont vraiment la peur de dire quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont peur. Moi, j'aide beaucoup dans ma communauté. Il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais porter plainte à la police parce qu'ils ont peur. Là, récemment, on a eu une fille qui a été violée. Voilà. Toutes les violences faites aux femmes, évidemment, ne sont pas dénoncées. Non. Des filles qui sont tabassées. Il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui après ne sont pas payés, qui ne vont jamais réclamer parce qu'ils ont toujours peur. Une fois qu'ils ont été à la police, ils vont me renvoyer au pays. C'est beaucoup, beaucoup de peur entre les sans-papiers. C'est toujours la peur, en fait. Société Ango, avec le CIRE, vous travaillez justement à la régularisation de toutes ces personnes qui sont autour de nous, qu'on connaît peut-être sans connaître. Ce sont des histoires terribles. On les estime à 150 000, environ entre 100 et 150 000 aujourd'hui en Belgique. Que faudrait-il, on reparlera de la campagne avec Antonella, mais que faudrait-il aujourd'hui pour que ces gens qui sont citoyens belges vivent comme nous? Et comment fait-il qu'ils ne
peuvent pas vivre comme nous. Alors, aujourd'hui, là, comment on devient sans-papier ? Parce on est sans-papier, mais comment on le devient ? Il faut savoir que la législation en matière de politique migratoire, elle a plein de failles, plein de défaillances. Et aujourd'hui, il est très difficile d'introduire une demande de séjour, qu'on soit dans son pays d'origine ou sur le territoire, et de savoir si on a des chances ou pas d'obtenir un titre de séjour. C'est bouché. L'État a décidé de refermer toute une série de portes. Et puis, il y a beaucoup de gens qui, comme Maria, ont eu un titre de séjour et l'ont perdu. Ça fait aussi partie des failles du système. On essaye d'expliquer au CIRE qu'on ne choisit pas de vivre sans papier. Maria l'a expliqué, personne ne quitte de gaieté de cœur ses racines, son réseau, pour tenter l'aventure ailleurs. On a toujours de bonnes raisons. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Aujourd'hui, c'est à tout le moins des critères objectifs, transparents, que l'on sache. Mais ils sont là, les critères, Sociétat. Comment est-ce possible ? Maria Maria travaille depuis plus de 20 ans. Elle a des enfants qui vivent ici. Elle donne à la communauté tout ce qu'elle peut, une communauté de citoyens, de Belges. Et donc ça devrait être un critère. Les enfants sont éduqués. Bien sûr que ça devrait être un critère. Et pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Alors, en fait, quand on dépose un permis de bâtir parce qu'on veut faire une annexe à son abri de jardin, on va voir la commune, on regarde, on dépose les projets, on discute et on sait quelle chance on a d'obtenir gain de cause. Quand on est une personne étrangère et qu'on veut obtenir un titre de séjour, on n'a quasiment pas accès à l'administration pour discuter de sa situation. Et non, il n'y a pas de critères qui permettent de savoir que lorsqu'on travaille, qu'on est indépendant économiquement, eh bien oui, on va avoir un titre de séjour selon telle procédure. Aujourd'hui, c'est vraiment le règne du pouvoir discrétionnaire. Discrétionnaire, ça veut dire rien n'est écrit. C'est au petit bonheur la chance. On imagine bien qu'à l'administration, il y a certaines logiques qui sont appliquées, mais dans la loi, on ne voit rien. Et donc, on est tributaire du bon vouloir d'une administration, et on le sait malheureusement, cette administration a été mise sous pression ces dernières années, c'est au moins la dernière décennie, pour essayer de présenter les personnes étrangères comme des abuseurs, des criminels. En tout cas, on polarise l'opinion publique en disant « mais est-ce que vraiment ces personnes sont légitimes à rester chez nous ?» Le débat ne se pose pas dans ces termes-là. En fait, on vit aux côtés de personnes sans papier qui sont des sous-citoyens aujourd'hui aux yeux de l'État. Donc on a moins de droits, on est toujours présenté comme une masse uniforme alors qu'il y a des femmes, des enfants, des hommes, des personnes âgées, des personnes malades. Parfois, on oublie qu'en fait, on est face à des personnes humaines avant tout, qui ont une vie, qui construisent leur vie, des enfants qui vont à l'école, on rend des services. Et aujourd'hui, la loi ne permet pas, ne comprend pas de critères qui permettent d'objectiver la délivrance des titres de séjour. Ça n'existe pas, c'est essentiel aujourd'hui pour sortir de l'ornière toutes les personnes qui sont sans papier. Il faudrait à tout le moins réparer le passé et donc régulariser les personnes qui sont là, mais éviter aussi que ça ne se reproduise et objectiver, adopter des critères d'obtention d'un titre de séjour en Belgique. Malheureusement, on sait que la période est difficile avec cette pandémie, ce Covid, la crise économique et sociale qui va sans doute nous tomber dessus dans l'après. Ce n'est pas optimiste. Alors, je ne veux pas décourager Maria et tous les gens dans son cas, mais il faut avouer que ça va être encore un peu plus compliqué. Et du coup, vous faites appel alors à la solidarité, à l'humain, aux citoyens belges qui ont leur papier pour aider. Vous pensez que ça doit passer par justement une réaction de la population ? Ça doit passer. Ça devra nécessairement passer par une acceptation de l'opinion publique sur le fait que les personnes sans papier contribuent à notre société, la nôtre, qui est la leur aussi, au même titre que tous les citoyens en Belgique. Et leurs droits sont juste moindres. Par contre, je ne pense pas que la crise sanitaire que nous vivons et qui s'accompagnera de la vague de crise économique va changer quoi que ce soit dans la présence des personnes sans papier. Parce qu'on le sait, on n'est pas face à un gâteau dont qu'il faut partager en nombre de parts. Le gâteau, il grandit. On le sait, les personnes sans papier, elles occupent des pans entiers de l'économie. Il y a eu un récent débat, même la Banque nationale, qui n'est pourtant pas très partisane en la matière. Ni solidaire, on ne peut pas ni dire. Non, nécessairement ni humaine, solidaire. La Banque nationale elle-même, l'OCDE, la Fédération des entreprises, reconnaissent elles-mêmes que notre marché du travail est trop rigide à l'égard des personnes étrangères. Et pourtant, on le sait aussi, les employeurs font
beaucoup appel aux travailleurs sans papier parce qu'ils sont compétents et en plus moins bien payés, voire pas du tout payés. Mais on y gagnerait à les régulariser, même l'employeur, je veux dire, notre économie y gagnerait. Ah oui, la sécurité sociale, Maria en a parlé, la coordination des sans-papiers a estimé le manque à gagner pour la sécurité sociale. Ça se chiffre en plusieurs dizaines de millions, en fait. Si on faisait simplement contribuer les personnes sans papier à notre économie, ce qu'ils demandent, eh bien la sécurité sociale s'en trouverait mieux lotie qu'aujourd'hui. Antonella, vous faites partie de cette ASBL Sans Papiers TV. Vous allez nous expliquer ce qu'elle fait et notamment, elle s'occupait pour le moment de cette campagne We Are Belgium Too. Donc, vous, symboliquement, vous réclamez, vous proposez 150 000 voix, votes, signatures sur cette campagne pour les 150 000 sans-papiers qu'on estime en Belgique. Comment est née cette campagne-ci et de quelle énergie se nourrit-elle en ce moment ? Alors cette campagne, c'est une initiative de personnes sans papier. Alors la seule raison pour laquelle c'est moi qui viens m'exprimer aujourd'hui, c'est parce que j'ai des papiers et j'ai le loisir, j'ai le privilège de pouvoir quitter mon travail pour venir m'exprimer un après-midi à la radio. Que d'autres ne peuvent pas. Voilà. Ce que les personnes membres de l'ASBL ne peuvent pas faire, malheureusement. Donc voilà, je m'exprime en leur nom. J'aurais aimé que ce soit autrement, mais voilà. Et donc l'initiative de cette campagne est la leur. Donc il y a eu à un moment donné un constat, celui que voilà, ça fait maintenant des années que les personnes sans papier se battent avec tous les moyens qu'ils ont pour faire valoir leurs droits. Ils ne sont pas entendus et donc il y a eu un moment donné, ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour faire bouger les choses? Et peut-être que la seule solution, la seule manière de faire bouger nos élus, ce serait de s'adresser aux citoyens eux-mêmes et de les faire se mobiliser en notre faveur. Et donc c'est de là qu'est née l'idée de cette campagne. Alors il y a eu toute une réflexion qui a été menée avec les personnes sans papier sur la stratégie qu'il fallait adopter pour arriver à ce résultat-là. Et voilà, on est arrivé à cette idée de mobiliser un citoyen belge par personne sans papier estimée en Belgique. Et quelle est la réponse des citoyens belges aujourd'hui? Est-ce que cette campagne touche? Est-ce que les gens commencent à comprendre? Est-ce qu'il faut un peu de temps? Est-ce qu'ils comprennent les revendications posées? Alors la campagne est récente, ça fait une dizaine de jours qu'elle a été lancée. C'est vrai que c'est difficile de savoir à quel point elle porte, mais en tout cas, voilà, on est au bout de 10 jours à 13 000 personnes qui se sont mobilisées. Évidemment, on est encore loin de l'objectif qui est, il faut le dire, assez ambitieux, 150 000 mobilisations. En même temps, vous avez le temps. Maria attend ses papiers depuis près de 20 ans, donc ils ne sont pas non plus sur quelques semaines. L'important, c'est que ça évolue de semaine, de mois en mois, j'imagine. Tout à fait. Donc il y a évidemment cet objectif de mobilisation, mais il y a aussi un objectif de sensibilisation, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un énorme travail à faire auprès des citoyens pour leur faire comprendre en fait que les personnes sans papier... il y a beaucoup d'a priori, en fait, tout simplement, même dans le chef de personnes qui se disent plutôt ouvertes à l'accueil de personnes étrangères en Belgique, qui sont plutôt des personnes accueillantes et qui, malgré tout, confondent personnes sans papier avec transmigrants, par exemple, ne se rendent tout simplement pas compte que les personnes sans papier en Belgique, parmi les personnes sans papier en Belgique, il y a énormément de personnes qui sont là depuis des années. Et comme tout ce qu'on vient de dire. Par exemple, que diriez-vous si je vous dis les sans-papiers vont venir profiter de notre système? Alors, ça c'est... C'est bateau, mais c'est ce qu'on entend. Que répondez-vous à ça? On l'entend. Alors, moi, je préférais que ce soit Maria qui, en fait, réponde à cette question parce que je pense que c'est les personnes sans papier qui ont les meilleures réponses à ces attaques-là, en fait. Donc, mais on ne profite pas du système, Maria, n'est-ce pas? Puisque, comme on n'a pas de papier, on n'a pas d'allocation familiale, on n'a pas de remboursement mutuel, on n'a pas de droit ni au chômage, ni au CPS, à rien. Donc, qui profite de qui? Voilà, ça c'est une bonne question. Parce que, comme vous venez de dire, on n'a droit à rien. Alors comment ça se fait qu'on profite de quoi que ce soit? C'est le contraire, en fait. On vient, on veut donner nos bras, on veut donner nos main-d'œuvre. Et là, beaucoup de gens profitent de notre situation. Parce qu'ils payent vraiment un salaire trop bas. On est payé à 6 € de l'heure, à 8 € de l'heure. Et on travaille vraiment, on va dire, parfois comme des esclaves. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans un système d'esclavage, vraiment. Surtout dans le bâtiment. Ça, c'est
inimaginable comment ces hommes, ils travaillent comme des esclaves. Il y a des hommes qui travaillent 12 heures par jour et reçoivent 30 €. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 30 €? Ils travaillent comme des malades, quoi. Alors, si l'État, il pense à nous régulariser et qu'il fasse ça vraiment, ça va être quelque chose de bien à tout le monde. Parce que là, maintenant, qui profite, qui vraiment gagne, c'est le patronat, qui empoche vraiment beaucoup d'argent parce qu'ils ne payent pas des cotisations Bien pour sûr. nous. Voilà. Alors- On le disait avec Sociétango, l'État ne récupère pas, entre guillemets, les cotisations que nous tous, citoyens, travailleurs, payons et que l'État pourrait utiliser à des fins collectives, hein, on le sait. Vous avez témoigné avec Antonella, hein, vous avez dans l'ASBL Sans Papier TV réalisé des capsules vidéo, Maria, Apollinaire aussi, et d'autres, vous allez en proposer. Il faut passer par là, une visibilité justement de ces invisibles. Et il n'y a pas de danger, vous n'avez pas peur de montrer votre visage, de parler haut et fort, Antonella Moi, j'ai et pas Maria? peur. Pourquoi j'ai pas peur? Parce que le danger, il est là depuis que je suis arrivée. Depuis que j'ai quitté mon pays, que je suis rentrée en Belgique, le danger, il est avec moi. Le danger, il est là quand j'ouvre mes yeux le matin. Quand je mets mes pieds dehors de la maison, il est avec moi. Alors, j'ai pas peur parce que le danger, il m'accompagne, ça fait déjà 20 ans. Alors, pourquoi je vais avoir peur? Peur, c'est de rester dans l'anonymat, que les gens ne sachent pas que je suis là. Ça me fait peur. Parce que si on ne fait quelque chose pour changer tout ça, ça va rester encore 20, 30, 50 ans que les sans-papiers vont être des esclaves. Oui, bien sûr. Donc, Et là, maintenant, il faut à oser, l'état hein, actuel, oui. il faut que ça change. Coûte que coûte. Voilà, parce qu'on est là pour travailler. On ne veut que travailler. Et aussi, si l'État il régularise ces 150 000 qui sont sans papier, ben écoute, la main-d'œuvre pas chère, elle va aussi finir, quoi. Parce que là aussi, les Belges, ils sont touchés parce que beaucoup de sans-papiers travaillent à 6 € de l'heure. Pourquoi? La concurrence est déloyale, évidemment. Voilà, Très dur. parce qu'ils n'ont pas un autre choix. Ils doivent accepter parce que sinon, ils ne vont pas manger. Parce que si un sans-papier, il ne travaille pas pour 6 € de l'heure, ils ne savent même pas s'acheter à quoi manger. Parce que comme vous venez de dire, il n'a pas droit au chômage, il n'a pas droit à rien. S'il tombe malade, il ne va pas travailler. Voilà, surtout pas tomber malade. Surtout pas Qu'est-ce tomber qu'on malade. peut faire pour vous aider? Je redonne la parole pour la fin et puis ce sera le mot de la fin pour les trois. Antonella, comment peut-on vous aider? Alors concrètement, rappelez-nous Alors, la la première signature. chose, c'est signer, évidemment. Donc, il y a une pétition en ligne sur le site wearebelgium2.be. Donc, signer, puis en parler autour de soi, partager, sensibiliser son entourage. Donc, la campagne propose effectivement plein d'outils pour sensibiliser. Donc, ces vidéos, donc diffuser un maximum. On est présent en ligne, donc c'est une campagne essentiellement digitale. Donc Pour ça le nous moment, on ne peut permet- pas faire grand-chose d'autre. Voilà. Sinon, vous nous auriez donné des rendez-vous, des manifestations, de la musique, enfin que sais-je, des choses pour vous rejoindre et se battre avec vous. Mais On espère peut-être que si la situation s'améliore, on puisse organiser un moment de rencontre pour clôturer cette campagne peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe en ligne et je pense que c'est une très bonne chose aussi. Tout peut se passer là aussi. Il n'y a pas besoin de se rencontrer pour ça, pour manifester son soutien. Donc, et voilà. d'écouter les témoignages comme celui de Maria, d'Apollinaire et d'autres, parce que c'est en vous rencontrant et en vous connaissant, Maria, qu'on peut ne faire qu'adhérer évidemment à votre combat, parce que voilà, on a besoin de vous aussi. Antonella, mot de la fin. Maria, Sociéta. Alors, pour ma part, je dirais que le plus important pour les citoyens, c'est de se renseigner, de s'informer, de cesser de prendre pour argent comptant des paroles, certaines paroles. Que certains partis politiques... De responsables politiques, notamment. On sait malheureusement que utilisent. quand on oppose une partie de la population à une autre, que parler des étrangers, se montrer ferme en matière d'immigration, ça rapporte des voix, malheureusement. Même quand ces propos sont dénués de tout fondement et sont des mensonges. Il faut que les citoyens se réveillent et aillent voir par eux-mêmes de quoi il s'agit. Est-ce vraiment un problème? Qui sont ces personnes? Comment elles en sont là? Et refusent d'accepter qu'on simplifie des vies humaines qui sont toutes propres aux personnes qu'elles représentent. Et que ça peut arriver à tout un chacun d'avoir une grosse difficulté un jour dans sa vie et d'avoir besoin de l'autre. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, mesdames. Sociétango, Maria et Antonella, merci d'avoir été avec nous. Maria. Je peux juste dire un dernier mot. En tant que sans-papier, je veux dire que la plupart des sans-papiers, je veux dire 99% des sans-papiers, ils aiment la Belgique, ils veulent rester en Belgique et ils se sont des Belges. Alors ça, c'est la plupart des sans-papiers qui sont sur le terrain belge. Merci Maria.
Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont été avec nous ce soir, de nous avoir prêté quelques minutes de leur temps. Et n'oubliez pas, allez signer la pétition wearebelgium2.be. Bonne soirée à tous. À la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À bientôt.